J'ai remarqué que le peuple de Guinée, parce que c'est pas seulement Conakry que j'ai fait aussi l'arrière-pays. J'étais dans le Fouta, j'ai été. Donc, a quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours dans le reste de l'Afrique. Et quand je dis le reste de l'Afrique, c'est que j'ai la chance d'avoir voyagé pas mal dans le continent et en dehors, ni en Afrique du Nord, ni en Afrique, ailleurs en Afrique subsaharienne. Le Guinéen, quand il te parle, tu parles le Guinéen, mais je pourrais dire la Guinéenne, pareil. Elle te regarde dans les yeux. Il te regarde dans les yeux, l'un ou l'autre. Il ne baisse pas la tête. Donc je pense, pour avoir interrogé pas mal d'entre eux, pour comprendre tout cela, il y a une fierté d'être guinéen. C'est une fierté qui confine même à l'orgueil, mais ce n'est pas un orgueil mal placé. La fierté d'avoir sa propre monnaie guinéenne, il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique, il y a quelques-uns. La fierté de se dire, nous on a dit non à De Gaulle, et vous? C'est quand même le petit Sékou Touré, je pense qu'il n'avait pas plus de 1m80, Sékou Touré. De Gaulle en avait plus d'un 90, hein. Il était plutôt à 1,95 qu'autre chose. Il était grand. Grand par la taille, mais grand aussi par la grandeur qu'il avait, de la grandeur qu'il avait de la France. Sékou Touré était un bout d'homme, mais qui a montré justement que malgré le petit pays dont il était chef de l'État, malgré sa taille un peu rabougrie, il pouvait lever les yeux et dire non au grand général. C'est une image. Mais je vous assure, on retrouve cela encore aujourd'hui chez les Guinéens et les Guinéennes. Ils vous parlent avec, je dirais, beaucoup de liberté, de ton et j'allais dire de comportement. Ils ne baissent pas la tête, ils vous respectent, mais ils vous demandent de les respecter aussi. Et c'est quelque chose de très frappant. De très frappant. Donc je pense qu'ils ont au moins hérité ça aussi de Sékou Touré. Cette façon de dire que nous sommes Guinéens, nous sommes fiers. Nous avons visité l'exposition universelle 1958 et tenez-vous bien, à ce moment-là, il y a une reconstitution d'un village congolais à l'exposition universelle et des Congolais comme attraction en quelque sorte. Or, on est en 58, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc c'est tout à fait étonnant. Peu de temps après, donc moi quand j'arrive en Guinée, c'est en 1964, mais Sékou Touré a dit non à l'asservissement, à l'esclavage. Donc j'arrive dans un pays qui est en effet indépendant. Et je trouvais ça extraordinaire, je voulais participer à la construction d'une république qui avait dit non à l'esclavage. Une fois les Français partis, les Guinéens avaient besoin de professeurs francophones, qui ne soient pas français, donc j'ai été recrutée directement par un inspecteur guinéen venu à Bruxelles et je me suis retrouvée devant des classes d'élèves guinéens et là je devais constater que l'indépendance était en effet dans la misère, quoi. Parce qu'il y avait les difficultés alimentaires, il y avait des difficultés matérielles en tout genre et aussi comme professeur de lettres, ben, je travaillais sans livres. Il n'y avait pas de matériel scolaire. Donc, la question qui m'amène ici aujourd'hui, au fond, la question cruciale, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme, au départ, aussi courageux et finit... Parce qu'en 64, c'est déjà un état policier. Hein. Je vais découvrir que j'ai un rapporteur politique dans chacune de mes classes. Mes collègues guinéens me disent attention, fais attention à ce que tu dis. Donc c'est déjà un état policier. Et on est en 64. Ouvert sur place que
les Français étant partis, le monde entier était là, les nouveaux prédateurs étaient présents, c'est-à-dire les États-Unis, les Chinois, les Soviétiques, hein, chacun voulant sa part du gâteau. Donc, j'ai un extrait oui. de votre intervention ici, votre témoignage. Je vais le lire. Ah. Je me permets de dédier ce témoignage à mes anciens élèves, devenus Oui. parents et grands-parents. Oui, oui. Est-ce que vous avez encore les nouvelles de vos anciens élèves et grands-parents? Vous les avez déjà Non, rencontrés? justement, c'était un appel. Je pensais à ce moment-là, c'était une occasion de rêve pour peut-être avoir un retour. Parce que j'ai toujours la liste de tous mes élèves dans le cahier de notes de l'époque et je les ai déjà fait rechercher, déjà en 2017. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il y avait au centre culturel franco-guinéen, il y avait quand même une personne de cette époque-là qui pleurait. Oui, les anciens élèves, oui, peut-être, hein, mais ils sont âgés, ils avaient presque mon âge. Donc j'avais des élèves de 18-19 ans alors que j'en avais 22. Donc ils sont âgés. J'avais des classes de 30, 50 élèves. Certains faisaient la piste pour venir à l'école. Ils souffraient de la malaria, donc ils étaient souvent assoupis. On pouvait se demander, mais pourquoi? Est-ce que ces élèves dorment ou est-ce qu'ils sont paresseux? Mais les gens ne savaient pas qu'en fait, ils étaient sous-alimentés, souffraient de la malaria, donc c'était dur. Très compliqué. Ah oui, oui, ça c'est certain. Tout à fait. Les témoignages, les gens qui témoignent dans le livre, par exemple la Guinée-Bissau, les Bissau-Guinéens le reconnaissent, c'est parce que Sékou Touré a accepté que la Guinée soit la base arrière de la lutte contre, de la Guinée-Bissau contre le Portugal, parce que c'était une ancienne colonie portugaise, que Amilcar Cabral ait accepté justement la main tendue par Sékou Touré pour qu'il se serve de son territoire guinéen pour mener la lutte contre le Portugal. Et je parle de la Guinée-Bissau, mais on peut dire pour les Comores aussi. C'est arrivé plus tard. Les Comores ont été indépendantes en 1975, donc c'est relativement récent par rapport à la Guinée. Mais la relation entre les Comores et Sékou Touré était tellement forte qu'il y a eu des échanges sur le plan de la médecine. Les étudiants comoriens allaient faire médecine à Conakry. Et les étudiants guinéens qui voulaient aller suivre quelques formations, je ne sais pas de quel domaine, aux Comores, ils pouvaient le faire aussi. C'est un des témoignages qu'on a dans l'ouvrage. Il y a un témoignage d'un jeune chercheur en histoire gabonais qui s'appelle Soro Messi, qui témoigne aussi de ce que le nom de Sékou Touré de la Guinée a eu une très grande influence dans l'attitude du Gabon face à la France, même si cette attitude n'a pas été aussi révolutionnaire que celle de la Guinée, mais qu'au-delà de l'État, c'est le peuple gabonais lui-même qui était très fervent de voir ce qui s'est passé en Guinée et qui espérait que ça se passe de la même façon de son côté. On peut dire la même chose aussi de certains nombreux pays. Alors, ce n'est pas forcément les pays francophones, je ne sais pas de la Guinée-Bissau, mais il y a des pays qui ont, même l'Algérie, qui a regardé d'un œil très très intéressé ce qui s'est passé du côté de la Guinée. Et on sait que dans cette lutte pour l'indépendance, probablement les deux pays qui ont été les plus violents face à la France, colonialiste à l'époque, c'était l'Algérie et le Cameroun. Où la lutte pour la guerre pour l'indépendance a été une guerre. Vous ne pouvez pas vous imaginer, si vous n'allez pas dans les archives pour voir, il y a des archives même à la Bibliothèque nationale à Paris, des archives qui racontent beaucoup de sordidités qui ont été commises de part et d'autre. Et si aujourd'hui encore, il y a une relation très compliquée entre l'Algérie et la France, encore une fois, je ne la justifie pas, mais je constate, c'est en partie dû aux conséquences de la colonisation et à la lutte pour la décolonisation qui a été une lutte aussi très 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 dure du côté de l'Algérie. Vous savez, il y a eu des femmes enceintes éventrées
Il y a eu des policiers ou des soldats français aussi qui ont été décapités par les Algériens. De part et d'autre, il y a eu des atrocités énormes. Et encore aujourd'hui, là aussi, la France peine à reconnaître complètement, totalement ces méfaits qui ont été commis en Algérie. Elle reconnaît du bout des lèvres. Oui, d'abord, elle a du mal à dire que c'était une guerre. Elle parle d'une crise, elle parle d'une mésentente, elle parle entre l'Algérie et elle. Elle ne dit pas qu'il y a une guerre en Algérie. C'était une guerre, c'était pas autre chose. Donc aujourd'hui, les choses commencent à être mieux connues et seront de mieux en mieux, puisqu'avec Internet et compagnie. Et il faudrait absolument que les pays qui ont été des pays colonisateurs ou impérialistes à l'époque et qui ont commis des méfaits, des désastres, il faut qu'ils les reconnaissent. Il n'y a pas de construction de la paix sans la reconnaissance mutuelle de ce qu'on a fait de part et d'autre. Il n'y a pas de paix possible. On ne peut pas regarder dans la même direction si on ne s'entend pas que chacun reconnaisse ce qu'il a fait. C'est très important que cette reconnaissance soit mutuelle, encore une fois, pour pouvoir avancer dans la même direction et appeler la paix de tous ses voeux. Ce n'est pas seulement un mot, la paix, c'est aussi une volonté politique qui, pour l'instant, malheureusement, n'existe pas vraiment de part et d'autre.